L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Un après-midi de fin de printemps en Californie. La Pasadena Civic Auditorium est l'une des plus belles salles de la côte Est. Ses fauteuils capitonnés couleur turquoise sont des symboles à eux seuls. Le somptueux espace de concert est utilisé lors de nombreux événements. Aujourd'hui, c'est la chaîne NBC qui a envahi les lieux, avec ses caméras et ses techniciens. Le but ? Enregistrer une émission diffusée dans quelques semaines et qui doit réunir des millions de téléspectateurs. Pour mener à bien ce projet gigantesque, la chaîne a décidé de réunir les plus grands artistes de la soul music pour un gala de nostalgie en hommage à la maison de disques Motown. Un moment qui s'annonce grandiose. De Marvin Gaye à Diana Ross, de Stevie Wonder aux Temptations. Les centaines de chanceux qui ont pu obtenir un ticket vont être aux anges. Pour l'instant, c'est l'heure de la première répétition. Aucun nuage ne semble se profiler à l'horizon. Aucun. Enfin, aucun. Pas tout à fait. Le producteur Don Mischer est à cran. Il sue à grosses gouttes. L'un des artistes demande un traitement de faveur. Non. Malgré les règles fixées au départ, il n'est pas venu ici pour chanter ou jouer des reprises. Il veut présenter son dernier single. Et si le producteur refuse, tant pis, il rentrera chez lui. Le truc, c'est que la prise de risque est maximale pour Don Mischer. Et pour cause. Le récalcitrant s'appelle Michael Jackson, le tout juste couronné roi de la pop. Nous sommes le 25 mars 1983. Il est un peu plus de 15h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Non, tu te rends pas compte, Suzanne? Si on laisse Michael faire une nouvelle chanson, qui va répondre à Marvin Gaye demain matin? Toi? Suzanne de Passe acquiesce. La directrice exécutive doit bien l'admettre. Le producteur marque un point. Il faut dire que les règles étaient claires pour tout le monde dès le départ. Le show Motown 25, Yesterday, Today, Forever, doit être une célébration collective, une rétrospective, pas l'occasion de faire de la promo personnelle des artistes. Tout le monde a signé le contrat. Et puis est arrivé Michael, le plus bankable des artistes programmés dans l'émission. S'il claque la porte, alors NBC peut bien s'asseoir sur son carton d'audience attendu. Le duo de décideurs discute à vive voix. La salle est presque vide. Il n'y a que Linda Ronstadt d'un côté et Smokey Robinson de l'autre. Mais bientôt, voilà que Diana Ross, l'une des plus grandes chanteuses de soul, sort des coulisses et s'installe non loin du producteur, s'asseyant délicatement dans un des fauteuils turquoises. L'artiste vient de parler à Michael Jackson. Et ses mots pour la directrice exécutive sont limpides. « Suzanne, si j'étais toi, je tenterais le coup. Tu risques quoi? Tout le monde aime Michael. » Ces paroles font mouche. En grommelant, Don Mischer demande à la star le titre du single de la discorde. Dans un sourire, Diana Ross lâche le morceau. « Voyons, Don, t'es sûr d'être producteur de musique? C'est Billie Jean. » Ravi d'avoir obtenu gain de cause, Michael Jackson se présente sur scène avec la tenue qu'il a prévue pour l'enregistrement de ce soir. Costume noir pailleté, fedora, veste à sequins, tout y est. Au fond de la scène, les enceintes grésillent. Encore quelques secondes et c'est parti. Dès la ligne de basse introductive, le producteur lève la tête. Évidemment qu'il connaît le morceau. L'album Thriller, sorti l'année dernière, est un méga succès planétaire et Billie Jean n'y est pas étrangère. Pourtant, sur cette scène en live, une atmosphère particulière se dégage. L'aura du roi de la pop,
son charisme aussi, offrent un véritable moment suspendu. Il ne faut que quelques secondes pour que tout le monde soit hypnotisé par la présence presque surréaliste du chanteur. Jackson, lui, est déjà dans un autre monde. Ses mouvements se calent sur les notes de basse, fedora sur la tête. Il lance ses bras en arrière, prend son envol et, en une fraction de seconde, tout change. 2 secondes et demie. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Michael Jackson marque l'histoire. Les quelques spectateurs assis se lèvent comme un seul homme. Ils sont abasourdis. Pour la toute première fois de sa carrière, le chanteur vient de réaliser un pas de danse qui va changer l'histoire. Son nom ? Le moonwalk. Diana Ross hurle à s'en briser la voix, totalement subjuguée par la scène à laquelle elle assiste. Oh, c'est bien simple. Michael semble défier les lois de la physique et de la gravité. La directrice exécutive, elle, s'égosille. C'est pas vrai, mais putain, mais ils volent! Il faut intégrer cette séquence à l'enregistrement prévu ce soir. Et tant pis si Stevie Wonder ou Marvin Gaye en prennent ombrage. Elle n'a aucun doute. Ce pas de danse va faire exploser l'audimat. Mieux, il va marquer l'histoire de la télévision. Rien que ça. Quelques heures plus tard, la salle s'est remplie. Les caméras s'allument et la grande soirée commence. Les plus grands succès de la soul music s'enchaînent sous les projecteurs. C'est bientôt au tour des Jackson 5, le groupe des débuts du roi de la pop, composé de ses frangins. Un medley de leurs plus grands succès met une ambiance de fou. Et puis vient le moment. Celui que les quelques témoins de l'après-midi attendent avec une impatience non dissimulée. Michael va-t-il refaire le coup ? Pour l'enregistrement, sa tenue noire comme le jet s'agrémente d'un seul gant et de chaussettes blanches, pailletées, immaculées. Le contraste est saisissant, la performance éblouissante. Le chanteur remet le couvert. Son moonwalk est encore mieux placé que durant les répétitions. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la réaction des spectateurs. Lorsqu'il revient dans les coulisses, l'artiste est accueilli par ses pairs. Marvin Gaye, ses frères, tous sont à genoux, totalement sous le charme. En retrait, une clope au bec, Richard Pryor le félicite à sa manière. « Bravo Michael Jackson, c'est tout simplement le meilleur numéro que j'ai jamais vu. » Les réactions sont unanimes. Pourtant, en rentrant dans sa loge, le chanteur éclate en sanglots. Il est malheureux et se persuade qu'il s'est planté. La dualité qui s'exprime en lui est constante. Il n'est jamais satisfait, jamais convaincu d'être à la hauteur, même pas ce soir. Au fond de la gorge, il ne peut s'empêcher de ressentir une forme de malaise, de tristesse. Tout le monde l'entoure, déversant un flot ininterrompu de compliments, mais c'est plus fort que lui. Michael, l'artiste de lumière, est rongé par les ombres. Le 16 mai suivant, les États-Unis découvrent sur NBC un show qui marque l'histoire instantanément. 47 millions de personnes assistent à ce moment iconique. Le lendemain de la retransmission, Fred Astaire adresse ses félicitations au chanteur. « Je t'ai regardé hier soir et j'ai enregistré l'émission. Je l'ai regardé à nouveau ce matin. T'es un sacré danseur. Tu les as mis sur le cul. » Une fois de plus, pourrait-on dire. Michael Jackson est un habitué de ces coups d'éclat. Retour en août 1969. Le mois dernier, sous la chaleur de l'État de New York, la jeunesse hippie s'est réunie à Woodstock. Des jours de folie, de concerts sauvages et des moments qui ont marqué l'histoire de la musique américaine. Ce soir, à Los Angeles,
Tout le monde ne parle que de ça. De ça et de la soirée qui vient. Le Daisy Club à Beverly Hills est un lieu incontournable pour les artistes en quête de reconnaissance. Depuis 1962, il fait la pluie et le beau temps sur l'actu de la Cité des Anges. La foule qui s'y presse aujourd'hui est loin d'être anonyme. Oh, c'est bien simple. Il n'y a que des professionnels du monde musical ou culturel. Des producteurs, des annonceurs, des managers, tous ont été contactés par Diana Ross. La chanteuse les invite à venir découvrir un tout nouveau groupe. Comment ils s'appellent déjà, là, ces gamins ? Ah oui, les Jackson 5. Le communiqué de Diana Ross parlait même d'un chanteur âgé de 8 ans, un certain Michael. 8 ans ? Comment est-ce possible ? Ça défie toutes sortes de logiques, ça. En introduisant le concert, Diana Ross ne manque pas de superlatifs. Elle évoque même les jeunes qui s'apprêtent à monter sur scène comme les plus talentueux de la décennie. S'ensuivent 2 heures de folie, pendant lesquelles les reprises des classiques de la soul s'enchaînent. Au milieu de la bande, le petit Michael a tout du prodige. Il danse mieux que ses aînés, chante mieux aussi. La salle est subjuguée. Berry Gordy, le tonitruant propriétaire du club et producteur du groupe, joue au prophète. « Je suis sûr de moi, les gars. Les 3 premiers singles des Jackson 5 vont faire numéro 1. Pas 1, pas 2, les 3. » D'aucuns lui rient au nez. Gordy est coutumier du fait. Ses effets d'annonce, ses proches les connaissent. Il l'empêche. Cette fois, il pourrait bien avoir raison. Les Jackson 5, et le petit Michael en particulier, là, ont tout pour réussir. Mais il faut le dire, cette soirée a été bâtie autour d'un mensonge pour le moins élaboré, orchestré par Gordy lui-même. C'est lui qui a poussé le groupe, et pas Diana Ross. Il s'est servi de la star comme couverture pour attirer plus de monde. La chanteuse n'a pas découvert le groupe. C'est un associé de Berry, un musicien nommé Bobby Taylor et une autre pro du secteur, Gladys Knight, qui sont les découvreurs de Jackson. Plus encore, les organisateurs n'ont pas hésité à mentir sur l'âge de la jeune star. Michael n'a pas 8 ans. Il en aura 11 dans quelques semaines. Mais qu'importe. Gordy voulait marquer le coup, quitte à déformer la vérité. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son coup. Dans quelques jours, le quintet venu de l'Indiana se produira en première partie de Diana Ross et des Supremes au Forum de LA, une première étape vers la gloire. Michael Jackson est né dans l'Illinois, à moins d'une demi-heure de Chicago, le 29 août 1958. Sa famille est immense. Son père, Joe, est à la tête d'une tribu de 10 enfants. Le patriarche est doté de peu d'amour. Bon, disons-le clairement, il est maltraitant, usant de violence en tout genre contre ses marmots. Passionnés de musique, les parents Jackson pratiquent le chant et la guitare. Joe en possède une d'ailleurs. La légende raconte que l'un de ses fils, Tito, l'a prise alors que c'était interdit et a cassé une corde. En l'apprenant, le patriarche l'a fait jouer devant tout le monde pour l'humilier. Mais, à la surprise générale, le gamin s'est montré particulièrement doué. Dès lors, Joe n'a plus qu'une seule obsession, faire de ses enfants des stars. En 1963, un premier groupe, les Jackson Brothers, voit le jour. D'abord avec ses 3 aînés, puis avec Marlon et Michael à compter de 1965. Michael a alors 7 ans. Ils deviennent les Jackson 5. Michael devient un chanteur alors que sa mère le surprend en train de fredonner un soir seul dans sa chambre. Sa voix angélique l'aurait déjà totalement subjugué. Pour les frangins, la musique n'a rien de plaisir. Ils doivent répéter jusqu'à l'épuisement. Et le père de famille, ceinture à la main, n'hésite pas à frapper à chaque fausse note. Enfermement sur soi, complexe, anxiété.
Michael garde de cette période de profondes séquelles psychologiques. La bande se lance dans des concours locaux avec un succès grandissant. Bientôt, on parle des gamins Jackson dans tout l'Indiana. Un label les signe en 1967 et enregistre leur premier morceau. Très vite, les radios locales s'arrachent les titres des mômes au talent indéniable. En écoutant l'un d'eux, Bobby Taylor tique. La voix de Michael, surpuissante, attire son attention. Le musicien est membre du label Motown, qui, depuis une décennie, cherche à faire connaître dans toutes les strates de la société des artistes noirs prometteurs. Et ce label, c'est la propriété d'un certain Berry Gordy. La soul est un style très écouté, mais en constant besoin de renouveau. En entendant les gamins pour la première fois, le truculent propriétaire du Daisy Club n'hésite pas. Il doit signer les Jackson 5. Pour le groupe, l'opportunité est extraordinaire. Le label est celui qui a permis à Stevie Wonder ou Diana Ross de sortir de l'anonymat. Il faut sauter sur l'occasion. Après une audition réussie, Gordy signe la bande et organise la soirée que nous venons d'évoquer dans son Daisy Club. Dès lors, plus rien ne s'oppose au succès des Gosses de l'Illinois. Le 18 octobre 1969, les Jackson 5 connaissent leur premier plateau télé. Les jeunes sont alors toujours introduits par Diana Ross, qui leur donne une crédibilité extraordinaire. Déjà, c'est Michael qui est mis en avant. Les Jackson 5 chantent « I Want You Back », premier single du groupe et premier numéro 1 dans les charts. En 1970, c'est l'explosion. Les 3 titres qui sortent se hissent également au rang de numéro 1. Les Jackson 5 viennent de faire 4 top 1 en autant de sorties. Parmi les morceaux concernés, on retrouve le fameux ABC. Tournée, show grandiose, émission télé, le phénomène est total. Partout aux États-Unis, on connaît les Jackson 5 qui percent le plafond de verre de la célébrité et deviennent de véritables phénomènes. Rapidement, le label comprend que Michael a le potentiel pour lancer une carrière solo. En 1972, alors qu'il n'a que 13 ans, l'opus Got to Be There lui permet de se faire un prénom et de se détacher de ses frères. La même année, il signe le titre Ben qui lui permet de renforcer sa notoriété avec un premier top 1 en solo et un Golden Globe. Rien que ça. Avec plus de 1,5 million de ventes, son premier album surpasse les chiffres du groupe familial. La Motown comprend alors que la bande n'a que peu d'avenir et que Michael doit prendre son envol. Sa collaboration avec sa maison de disques s'accélère avec un album par an qui sort dans les bacs. Mais la famille se sent bridée. À la surprise générale, elle décide de quitter le label pour signer chez un concurrent aux moyens énormes, Epic Records. En jeu, la volonté pour les jeunes Jackson d'avoir plus de liberté artistique. Mais le moment est difficile. Leur ancienne maison de disques les attaque en justice. Et plus encore. Jermaine décide de rester chez Gordy. Il doit être remplacé par le plus petit frère de la famille. La Motown, propriétaire du nom Jackson 5, refuse de leur céder. La bande doit donc se rebaptiser The Jacksons. Blame It on the Boogie, Shake Your Body. Les succès sont nombreux alors que la décennie 1970 s'achève. Les frangins sont heureux. Ils peuvent imposer leur choix et naviguer comme bon leur semble. Il faut bien le dire. Une fissure nette s'est créée entre Michael et ses frères. L'ambiance est toujours bonne, mais le jeune chanteur cherche à tracer sa propre voie. Il se détache et ne va pas tarder à prendre son envol.
1982. Dans les studios de son label, Michael Jackson est épuisé. Des mois qu'il est sur l'enregistrement de son nouveau projet solo. Il est déjà considéré comme l'un des artistes parmi les meilleurs de sa génération. Mais être dans le peloton de tête ne lui suffit pas. Il veut plus et mieux. Le petit matin approche, les équipes vont travailler toute la nuit. Avec lui, le groupe Toto, Van Halen, l'un des meilleurs musiciens de sa génération, vient d'achever ses prises. Michael, lui, est encore occupé sur ses lignes de chant. 13 fois qu'il reprend la même phrase. La dernière de l'album. Les techniciens sont exténués. Mais un homme derrière eux insiste à chaque fois pour qu'ils poursuivent leur labeur. Ce gars s'appelle Quincy Jones, une légende. C'est lui qui, depuis des années, a permis la mue de Michael. Il a participé de bien des manières à en faire une véritable machine de guerre. Ce soir, enfin, l'œuvre touche à sa fin. Le chanteur veut que l'opus soit uniquement composé de tubes. Pas un seul échec ne sera toléré. Billie Jean, l'un des morceaux phares selon Jones, a été mixé 91 fois avant de recevoir l'approbation de l'artiste. Une pure folie. Mais voilà que c'est terminé. Mixage final dans la boîte. Michael se présente derrière la table de mixage, Quincy Jones à ses côtés. Debout, il écoute les pistes qui s'enchaînent. Thriller, Beat It, Billie Jean. Lorsque l'album se termine, il reste pantois, sans dire un mot. Est-il impressionné? Lorsqu'on s'enquiert de ses premières impressions, Michael Jackson soupire et éclate en sanglots. Le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ses attentes. Le visage empli de larmes, il quitte le studio désabusé. Le chanteur estime que Thriller est moins bon que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Lui qui voulait produire un opus rempli de tubes doit se rendre à l'évidence. Jamais il ne passera le cap qui doit le conduire au panthéon des artistes de la pop. En voyant l'artiste dans cet état, Quincy Jones est désemparé. Faut faire quelque chose. Alors que Michael rentre chez lui, ses équipes et lui décident de tenter un pari fou. Remixer totalement l'album de Michael Jackson une nouvelle fois. En cette fin d'été 1982, la tâche s'annonce absolument gigantesque. Mais retournons un peu en arrière. Dès la fin des années 70, l'évolution de Michael Jackson est absolument sensationnelle. Un homme en est à l'origine, Quincy Jones. Ce trompettiste de talent est une légende de la musique. Sa rencontre avec le jeune Michael sur le tournage du film Le Magicien d'Oz est un véritable coup de foudre. Leur aventure commune permet la sortie de l'album Off the Wall, qui marque un point de passage avant Thriller. Entouré par de grandes figures telles que Paul McCartney ou Stevie Wonder, Michael explose. Le premier single, Don't Stop Till You Get Enough. Carton plein avec à ce jour plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. D'un point de vue plus personnel, le chanteur doit subir une première rhinoplastie à la suite d'un accident. C'est la genèse de profonds changements physiques qui participeront à creuser son mal-être. Plus il produit et compose, plus il devient perfectionniste. Et ce trait de caractère central est transposable à son évolution physique à venir. Le succès est phénoménal. Mais déjà, Michael détonne. Non, il n'est pas heureux. Le Grammy de l'album solo de l'année lui a échappé. Malgré les ventes records et les critiques dithyrambiques, le jeune homme n'est pas satisfait. Il faut plus, il faut mieux. C'est sur ces entrefaits qu'il revient au début des années 80 avec l'album Thriller. Après l'épisode de l'écoute finale qui déplaît très fortement à l'artiste, Quincy Jones travaille d'arrache-pied 3 semaines durant en repartant des bandes originales. Après
une énième écoute globale, Michael est rassuré. Il retrouve dans les morceaux ce qu'il a pu imaginer. Thriller? Un échec? À la bonne blague. S'il connaît un départ timide commercialement, l'album devient bientôt incontournable. Lorsque Billie Jean sort en single, la hype autour de Michael Jackson explose. Et cela se confirme très nettement avec l'apparition du Moonwalk. Le clip est le premier d'un artiste noir diffusé sur MTV. Ouais. Même si la ségrégation est terminée, le racisme a encore de beaux jours devant lui aux États-Unis. Thriller, c'est l'album de l'émancipation. Plus encore que la présence de Jones, c'est aussi au niveau managérial que les choses changent. Alors que son père, Joe, était encore son manager jusqu'au début de la décennie 80, Michael a fait le choix de tourner la page. Il le vire après avoir appris l'existence d'un demi-frère né hors mariage. John Branca remplace ce paternel violent et pas toujours de bons conseils. Cela pose les fondations d'un empire en devenir et le début d'une véritable révolution musicale. D'emblée, Thriller devient un monument, une véritable claque, des titres qui marquent dès la première écoute et surtout, un hit par morceau. L'opus est celui d'une revanche contre le monde des médias et contre les pros de la musique qui délaissent les Noirs, mais aussi contre son père. L'ambition du jeune homme est dévorante. Il veut devenir le nouveau phénomène mondial, rien que ça. Il y parvient et s'érige au rang de symbole. Thriller, assurément, est un chef-d'œuvre. Le clip du titre éponyme, qui ressemble trait pour trait à un véritable film d'horreur de l'époque, repousse toutes les limites. Il coûte à lui seul plus de 500 000 $, un record pour l'époque. Le succès est tellement au rendez-vous que des mois après sa sortie, les ventes de l'album connaissent un nouveau rebond. C'est notamment grâce à l'incroyable chorégraphie que Michael partage avec les zombies dans le clip de Thriller. Lui qui voulait remporter des Grammy est servi. Il en empoche 8, un record en une seule édition. L'album devient le plus vendu de tous les temps, seulement 15 mois après sa sortie. Bref, l'emballement autour de l'artiste est total. L'épisode Thriller terminé, Michael Jackson va devoir tenter de proposer autre chose d'aussi puissant. Et là, le défi est immense. Mais dans le même temps, la vie se charge de lui rappeler que rien n'est jamais acquis. Lors d'un tournage publicitaire en 1984, un accident lui provoque de graves brûlures au crâne. Il doit être opéré à plusieurs reprises. Pour supporter le choc, Michael commence à prendre des médicaments. C'est le début d'un cycle infernal où dépendance et fragilité émotionnelle vont le conduire dans l'obscurité la plus totale. Dans le même temps, il participe au projet We Are the World en janvier 1985. Un nouveau succès qui permet de récolter plus de 60 millions de $ pour les œuvres caritatives défendues. Record absolu, là encore. Sa vie est bouleversée par l'impact de sa notoriété. La presse People s'empare de sa personne, fonde autour de lui des mythes et des idioties qui s'infiltrent dans les esprits. Physiquement, l'artiste change. Sa peau se dépigmente et lui se renferme. Chacune de ses sorties est ponctuée d'une émeute. Il doit s'entourer d'énormes services de sécurité et devient de fait inaccessible. On dit qu'il est excentrique, bizarre, que son comportement détonne. Face à ce contexte de plus en plus tendu, Michael Jackson ne compte pas se laisser faire. Il va répondre. Et pour ce faire, il ne va pas hésiter une seconde à sortir la sulfateuse. Rebondir après avoir sorti l'opus le plus vendu de tous les temps. Voilà qui n'est pas simple. Michael Jackson va se servir du contexte autour de lui pour puiser dans son inspiration. Avec Quincy Jones à ses côtés, il se transforme en bad boy et entre en studio. L'enregistrement va durer près de 2 ans. À la fin de l'été 1987, c'est un Michael Jackson métamorphosé qui sort l'album Bad.
Agressif, rude, l'artiste attaque là où ça fait mal et reprend le contrôle. The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Dirty Diana. L'album comporte des morceaux d'anthologie. Pour le clip de Bad, Michael Jackson décide de sortir un court-métrage réalisé par Scorsese himself. Incroyable. Pendant plusieurs mois, les sorties des clips des morceaux vont émailler l'actualité et participer à l'énorme succès de l'album. Bad n'a pas le succès de Thriller, mais il se hisse tout de même au 2e rang des albums les plus vendus de tous les temps. S'ensuit une énorme tournée où Michael Jackson traverse 15 pays et se produit devant près de 5 millions de personnes. C'est à cette période qu'il achète Neverland, un ranch de 1100 hectares totalement transformé à son image. Zoo, parc d'attractions, train et ambiance enchantée. Ce domaine lui permet de bâtir un refuge qui, malheureusement, va faire la une de l'actualité. Dans le même temps, il signe avec Sony le plus gros contrat de l'histoire de la musique et s'engage à sortir 6 albums en 15 ans. Pour le premier de ses projets et pour la première fois depuis plus de 10 ans, Michael Jackson se passe de Quincy Jones pour tenter une incursion dans le monde électro. Ce sera l'album Dangerous, qui contient notamment les titres Heal the World ou Black or White. Il attaque très fort la décennie 90. L'album se classe numéro 1 dans près de 20 pays et se vend à plusieurs millions d'exemplaires en quelques semaines. Nouvelle tournée, nouvelle Michael Mania. Il est au sommet de son art. Ça n'a pas duré. Les rumeurs autour de sa personne continuent de lui pourrir la vie. Pour tenter de les contrer, il reçoit Oprah Winfrey à Neverland en 1993 et annonce qu'il souffre de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau. Rapidement après cette diffusion, c'est le début de la descente aux enfers. Le père d'un petit garçon répand dans les médias de graves accusations contre le chanteur. Ce dernier aurait reçu son fils dans son ranch et l'aurait agressé sexuellement. Cet homme, Evan Chandler, provoque un scandale mondial. Une grosse partie de l'opinion et de la presse prend parti contre l'artiste. Michael fait la une des journaux, partout, et on interroge tout son entourage. La vague emporte tout sur son passage. Le chanteur est alors en tournée et se gave littéralement de médicaments pour tenir le coup. Il s'enfonce. C'est si saisissant qu'il doit entrer en cure et faire une croix sur la fin de sa tournée en 1993. La justice suit son cours et les médias continuent de se déchaîner. La plainte de la famille au civil se règle avec un énorme chèque et l'enquête criminelle débouche sur un non-lieu, faute de preuves. Mais en termes d'image et de symboles, l'issue est catastrophique pour le chanteur. Aurait-il payé un tel montant au plaignant s'il était vraiment innocent ? La décision n'est pas la sienne. C'est Sony qui veut limiter la casse du scandale. Pourtant, l'opprobre tombe sur Michael Jackson. Les doutes s'accumulent et il n'est déjà plus un modèle dans l'opinion. Bien au contraire. Après l'affaire, le chanteur se retire et disparaît. Il se marie avec la fille d'Elvis Presley et retourne en studio. Avec History, il est de retour et marque de nouveau les esprits. Stranger in Moscow, Earth Song, les succès sont nombreux et la critique salue un album à la verve exceptionnelle. C'est le double album le plus vendu de tous les temps. De quoi obtenir le rebond tant espéré ? Pas tout à fait. Du moins, pas sur le plan de l'image. L'affaire Chandler rebondit lorsqu'on apprend à cette époque la jalousie du père de famille envers son ex-femme. Après leur divorce, cette dernière passait beaucoup de temps avec son fils chez Michael.
Dentiste, l'homme est aussi scénariste. Il aurait demandé à la star de financer l'un de ses projets et après son refus, aurait décidé de se venger en inventant le récit sur les abus présumés. À ce stade, tout cela est à conjuguer au conditionnel. Pour ajouter à la sinistrose ambiante, Jackson divorce avec sa femme, Lisa Marie Presley. Il se remarie en novembre 1996 et devient père. L'union ne dure pas et il hérite de la garde de ses enfants. Malgré le bonheur qu'il ressent grâce à la paternité, Michael s'enfonce dans un isolement de plus en plus préoccupant. Dans l'opinion, on continue de parler de lui pour sa vie personnelle et peu pour sa musique. Il sort tout de même Blood on the Dance Floor, dans lequel sa dépendance aux médicaments est clairement exprimée. Cette production acharnée ne s'arrête pas là. Son label, Sony, le pousse toujours plus loin. Tenu par son mirobolant contrat, Michael Jackson doit retourner en studio. Leur relation ne tarde pas à se tendre pour atteindre un point de non-retour. Invincible sort dans les bacs avec une promotion réduite à 0. Le conflit larvé entre la star et sa maison de disques est tel que cela pèse sur les ventes du disque de Michael Jackson. Il accuse Sony de torpiller volontairement ce projet afin de lui mettre la pression financièrement. L'échec est latent et la vie de Michael prend une nouvelle tournure. De nouveaux scandales viennent plomber son quotidien, notamment l'épisode du bébé brandi par-dessus la balustrade d'une fenêtre d'hôtel. Mais c'est pas tout. Sa propension à inviter des enfants à Neverland est de nouveau pointée du doigt. Un documentaire, Living with Michael Jackson, amène le retour des pires rumeurs à son sujet. Un des enfants qui y apparaît, Gavin Arvizo, accuse publiquement la star de comportements déviants. Le chanteur est même inculpé pour agression sexuelle sur mineurs. La descente aux enfers continue de plus belle. Jugé début 2005, ses apparitions publiques montrent à quel point il est émacié, en mauvaise santé. À plusieurs reprises, il doit être hospitalisé. L'audience, elle, est sans appel. Les témoignages à charge sont incohérents, incomplets. On découvre que la famille a déjà accusé des célébrités. Ils ont été pris en flagrant délit de mensonge. À la fin du procès, le jury acquitte le chanteur. Fin de l'histoire. Mais les dégâts sont irréversibles. Dès lors, Michael disparaît, rongé par ses traumatismes. Il va changer de pays de résidence à plusieurs reprises, sans pouvoir reprendre l'écriture comme il le voudrait. Il fait une brève apparition sur scène en 2006, mais ses fans s'inquiètent. Il n'est plus le même. Face à ses soucis financiers, il doit vendre une partie de Neverland, dans lequel il n'allait plus depuis des années. Ses prises de médicaments sont de plus en plus saisissantes. Et puis, alors que This Is It, sa tournée d'adieu est annoncée, c'est le choc. Le 25 juin 2009, on le retrouve inconscient dans son lit. Il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Il n'avait que 50 ans. Quelques jours plus tard, 1 milliard de téléspectateurs suivent la cérémonie d'hommage public qui a lieu. Son docteur personnel, Conrad Murray, est accusé de l'avoir poussé dans les bras de la faucheuse. Il sera condamné pour homicide involontaire. Depuis lors, outre de nombreux disques qui ont vu le jour sur base de projets inachevés, de nouvelles accusations sont venues entacher sa mémoire. Leaving Neverland est un film documentaire gigantesque qui met en lumière de nouveaux éléments le présentant comme un agresseur sexuel. 10 ans après sa mort, le scandale est retentissant. Michael Jackson est de nouveau rangé au rang de paria. Face à ces accusations, la famille porte plainte contre le diffuseur et des enquêtes sont menées afin de démêler le vrai du faux. Où se cache la vérité ? Difficile à dire.
Mais certains éléments semblent démontrer que les accusateurs de Michael sont incohérents et qu'ils cherchent à obtenir de l'argent. Michael Jackson, c'est une carrière musicale aux 13 Grammys et aux 750 millions d'albums vendus. C'est aussi l'histoire d'un homme qui a dû vivre avec un poids énorme, celui des enfants stars qui voient leurs jeunes années volées par la célébrité. Elle est là au fond la question à laquelle personne n'a jamais vraiment répondu. Qui était vraiment Michael Jackson ? Derrière les paillettes, derrière les projecteurs, les pas de danse, les clips et les scandales, qui était-il ? Un prédateur ? Une star perdue, happée par un monde qui l'aura broyé ? Eh bien, je vous laisse, une fois n'est pas coutume, le soin de trancher. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.